Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de la Rome numérique sous un format table ronde. Merci à vous trois d'être là. L'objectif de cette matinée est de pouvoir discuter du rôle du DPO au sein des différents organismes. Je vais vous laisser vous présenter. Jean-Marc, est-ce que tu peux commencer? Oui, donc moi je suis Jean-Marc Dapiedade et je suis le délégué à la protection des données de la ville de Goussainville dans le Val d'Oise. Donc 33 000 habitants et 700 agents. Voilà. Bonjour, Adrien Gourazi. Je suis le directeur de l'audit interne et du risque management pour le groupe Socotec et également DPO pour l'ensemble du groupe. Socotec, c'est 200 000 clients présents dans 26 pays. C'est 11 500 collaborateurs, 1,3 milliard de chiffre d'affaires en 2022 et 250 reconnaissances externes. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'est le groupe Socotec, Socotec intervient dans la prévention des risques et le conseil technique dans les secteurs de la construction et des infrastructures. Et nous assurons la conformité, la performance environnementale et la durabilité du bâti. Bienvenue, Adrien. Bonjour à tous. Donc Adila Sakraji, je suis Compliance Officer et DPO Group actuellement chez Provalliance, qui est donc le leader numéro 1 en Europe et bientôt monde de la coiffure. Et je suis également anciennement DPO dans le secteur associatif auprès du Secours catholique. Merci à tous les trois d'être présents. L'objectif, c'était de pouvoir avoir justement des trois points de vue de délégués à la protection des données qui viennent de secteurs d'activité différents pour un peu qu'on puisse discuter des enjeux communs et aussi des différences sans doute de solutions que vous devez mener, enfin en tout cas trouver, pour pouvoir déployer cette conformité à la protection des données personnelles. Pour commencer, je voudrais qu'on puisse parler un peu des compétences du délégué à la protection des données. Donc, Adrien, pour toi, quelles sont les compétences nécessaires en fait, à la réalisation de ce métier de délégué à la protection des données? Alors, un DPO doit avoir plusieurs compétences. Il doit tout d'abord avoir des compétences en informatique et en cybersécurité pour comprendre les enjeux. Juridiques, notamment avec tout ce qui est droit des données personnelles, mais également connaître le métier dans lequel l'entreprise évolue, faire preuve de curiosité pour être capable d'identifier tous les sujets qui sont liés à des données personnelles ou qui traitent de données personnelles, être un bon gestionnaire de projet, puisque il doit savoir gérer un portefeuille de projets en même temps. Pour moi, le plus important, c'est la partie dont on parlait tout à l'heure, la communication et le relationnel, pour sensibiliser les équipes, les embarquer dans les projets et surtout les convaincre. En effet. Parmi toutes ces compétences, Adila, si tu devais en choisir le top 2 des compétences nécessaires à ce métier de DPO, ce serait lesquelles? Alors, je crois que ce qu'a dit Adrien est très juste. Et si je devais n'en retenir que deux, je partirais bien évidemment sur à la fois avoir une base de connaissances solide de son métier, donc du cadre, de la protection des données personnelles et des métiers qu'on va vraiment accompagner. Donc, il parlait de la cybersécurité, connaître un peu voilà, l'environnement dans lequel on évolue. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est vraiment des très, très bonnes compétences en communication et savoir rendre accessible en fait ce jargon qui peut paraître barbare a priori pour que tout le monde puisse vraiment comprendre les enjeux. Ouais. C'est vrai que quand on pense DPO, on pense souvent compétences juridiques, juriste ou informaticien. Et en fait, on se rend compte au quotidien que les soft skills et la capacité d'embarquer les gens est quand même assez clé. Je ne sais pas si Jean-Marc, tu veux compléter? Oui, enfin, moi je souscris à tout ce qui a été dit. Alors moi j'ai un parcours qui fait que je viens pas du tout du juridique, ni de l'informatique, mais bien évidemment c'était important d'avoir une bonne connaissance juridique sur le RGPD, d'avoir été plus que sensibilisé sur les questions d'informatique et de cybersécurité. Euh, je dirais que moi, un de mes atouts en tout cas, c'est d'avoir travaillé dans des métiers très différents et du coup d'être en capacité d'être à l'écoute d'avoir beaucoup travaillé sur du portage de projet. Et comme ça a été dit précédemment, ce qui est très très important, c'est d'être un bon communicant et c'est de donner envie et d'être un facilitateur en fait. Ouais, il faut que les gens nous voient comme plutôt un
un aide à avancer Oui. plutôt que des contraintes Oui. opérationnelles. Tout à fait. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces compétences nécessaires, si on revient un peu sur votre plus gros challenge de 2023 ou de 2022, hein, en tant que DPO, c'était quoi? C'était Jean-Marc, est-ce que tu peux continuer? Mon plus gros challenge sur 2023, ça a été de réussir à mettre en place une évaluation de la maturité sur la protection des données. Parce qu'à partir de cet élément-là, en fait, j'ai pu avoir un outil qui me permettait d'avoir une photo de l'existant, de déterminer des plans d'action, et de pouvoir rendre visuel à la direction générale la situation dans laquelle on est au départ, le chemin qu'il y a à parcourir et comment, au fur et à mesure, on est capable de visualiser le taux d'avancement. Je dirais que c'est pour moi le challenge le plus important en 2023. Tu as pu faire cet audit sur l'ensemble du périmètre de la commune ou Oui, j'ai pu le faire. Alors moi, je suis le DPO et de la ville et du centre communal d'action sociale. Et en fait, dans les questions que je me posais avant de participer à cette table ronde, je me demandais un petit peu ce que j'allais expliquer. Et en fait, la difficulté, c'est par où commencer. Et donc, ça fait 2 ans que je suis DPO. Aujourd'hui, alors j'ai évidemment travaillé sur la cartographie, sur un certain nombre de choses, mais c'est avec le recul aujourd'hui que l'évaluation de la maturité, en fait, elle me permet définitivement de poser un tableau de bord, un plan d'action. Voilà, c'est vraiment ça que je ressors de l'intérêt de cet outil. Et j'ai pu, pour répondre à ta question, effectivement, du coup, auditer tout l'ensemble du périmètre? l'ensemble du périmètre. Toi, Adrien, ton plus grand challenge de 2023? Alors, il y en a plusieurs qui sont des fils rouges, en fait, qui débutent quand on prend le poste et qui continuent tout au long de notre vie de DPO. Le premier, c'est aujourd'hui, j'ai des correspondants RGPD à travers les business units dans lesquels nous opérons, mais également dans les pays. J'en ai 32 en tout. Et un des challenges, c'est arriver à animer ces correspondants RGPD pour les accompagner et les rendre autonomes sur les sujets RGPD. Bien entendu avec une supervision, mais qui puissent d'eux-mêmes identifier les sujets, renseigner les fiches de traitement, procéder aux analyses d'impact, etc. C'est être vu comme un acteur incontournable lorsqu'un nouveau projet arrive. Arriver, comme tu disais tout à l'heure, à vulgariser les termes pour tous les acteurs et également sensibiliser tous les salariés du groupe ponctuellement via des e-learning. Par exemple, on a un e-learning qui s'appelle RGPD pour tous chez Socotec, pour les personnes qui intègrent le groupe et pour les personnes qui sont là depuis plus longtemps. On fait une sensibilisation avec un e-learning de rappel. Et de manière continue via des sensibilisations quotidiennes sur les sujets d'actualité qui peuvent ressortir. Ouais. Le réseau, ton point sur le réseau de correspondance, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu seul dans des équipes de DPO, à part dans des très grands groupes qui auraient des sujets très complexes, ou en tout cas beaucoup de sensibilité, beaucoup d'enjeux en termes de protection des données personnelles. C'est important de pouvoir sensibiliser et pouvoir s'appuyer sur des personnes relais métiers pour faire les actions opérationnelles au final. Et toi, Adila, du coup, ton ou tes grands challenges 2023? Alors, je crois qu'effectivement, je pourrais m'inspirer de vos challenges à tous les deux, parce qu'on vit un peu le même métier, donc on est confronté aussi à des réalités communes et à des challenges, des défis auxquels il faut qu'on trouve des solutions. À mon sens, un des plus gros, je vais en prendre 3 simplement, mais un des plus gros challenges, ça a été vraiment de proposer une vision en fait de la conformité, de pouvoir projeter mes interlocuteurs et l'entité pour laquelle je travaille, celle que j'accompagne en fait au niveau RGPD, de là où on est et de là où on veut aller en fait, et pourquoi, et vraiment leur faire comprendre l'intérêt de tout ce travail de mise en conformité, de monter en conformité, parce que j'ai arrêté de leur dire mise en conformité, parce qu'en fait, il y a déjà des choses qui existent, parfois on ne le sait pas et on ne l'a pas labellisé, mais voilà, on monte en conformité. Et donc, c'est ça, c'est de leur proposer une vision, et puis même pour eux, ils se disent, OK, il y a une cible, on y va, et c'est là tout l'intérêt, effectivement, de cette photo, et d'avoir vraiment tous les bons outils pour piloter
et être en mesure de dire, OK, on a fait la première marche, on a fait la deuxième marche, etc., etc. Et si on a raté la marche, pourquoi? Et trouver ensemble les solutions. Il y a un deuxième challenge qui était pour moi le plus difficile et celui pour lequel effectivement j'ai dû vraiment me creuser la tête pour embarquer, c'était donc auprès du Secours catholique, on a 60 000 bénévoles, donc il fallait embarquer. Et là, on se dit, OK, c'est pas un public avec lequel j'ai forcément l'habitude de travailler. Et là, on n'est plus du tout dans une logique aussi de lien de subordination avec l'employeur, donc c'est complètement différent. Il y a une posture qui doit être trouvée. Et c'était très intéressant en fait de créer le dialogue autour de la protection des données qui revient en fait à la protection des droits, protection de la vie privée aussi, de toutes ces personnes qu'on accompagne, parce qu'on avait quand même une volumétrie de données assez importante, qui peuvent être parfois sensibles aussi, des personnes accompagnées dans le cadre de l'accompagnement social du secours. Donc voilà, ça c'était vraiment un challenge, de les embarquer, de leur faire comprendre que c'était aussi à eux de porter un petit bout de ce sujet-là, dans le cadre de l'accompagnement et de la proximité qu'ils ont avec les acteurs, et puis que c'était les mieux placés en fait aussi. En fait, c'est eux qui traitent les données, donc à un moment, en effet, c'est compliqué de faire à leur place. Tout à fait. Et en même temps, j'entends que c'est compliqué de contraindre des bénévoles qui sont là pour accompagner les usagers ou vos bénéficiaires sur autre chose que vraiment du terrain. C'est toujours un petit peu difficile. Ouais. Et sur le dernier challenge, je vais rebondir sur le terme que tu viens d'employer, en fait, de contraindre. Ouais. Et c'est vraiment d'essayer de faire passer cette contrainte et par de l'accompagnement, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je leur dis, mais je suis pas là pour mettre des stops, pour vous freiner dans l'action, pour vous dire, attendez, on arrête tout, faites pas ça. Mais c'est de trouver des alternatives, des façons plus respectueuses du droit des personnes de le faire. Il y en a plusieurs, donc il n'y a pas une seule façon de le faire. Et peut-être que voilà, ma proposition ne sera pas parfaite, mais c'est un point de départ. Donc maintenant, comment on peut faire? Vous connaissez le mieux votre métier. Donc voilà, c'est vraiment la co-construction en fait d'alternatives. Et je pense que une des bonnes postures en tout cas du DPO, c'est de proposer et ensuite voilà d'orienter, de leur dire bon bah oui non, mais sinon allez-y, trouvez vous-même la solution en fait. Voilà. Ouais, c'est comment convaincre que ces contraintes juridiques sont en fait un sujet de protection des données qui concerne tout le monde, tout à chacun en tant que personne physique, au-delà d'un job de DPO. Contraintes juridiques qui deviennent en fait un objectif opérationnel de protection des données et de protection de la vie privée qui est toujours intéressant de pouvoir déployer. Si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, moi je travaille beaucoup sur le lien entre vie privée et vie professionnelle. Ouais. Et lorsque les gens comprennent que ce qu'ils ont à mettre en œuvre dans les aspects professionnels, bah, ça existe dans leur vie à eux. Oui. Du coup, ça les touche plus précisément. Et puis pour mes collègues du travail social, effectivement, quand on lie la question de la protection des données à la protection des personnes, c'est quelque chose qui fait sens. Ouais. Tout à fait. Faire le parallèle entre ce qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours à la maison et ce qu'ils vivent dans la société, c'est la même chose. Oui. Et dans le cadre des e-learning, par exemple, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un e-learning qui permet vraiment de voir l'application du RGPD chez eux et de faire la comparaison avec ce qu'on vit dans une entreprise. Ouais, pour comprendre les enjeux, en fait. C'est de l'acculturation à la protection des données, comme à la cybersécurité, qui est un autre sujet un peu connexe, mais quand même crucial. Maintenant qu'on a parlé de vos grands challenges, est-ce que vous avez eu une difficulté particulière cette année que vous souhaiteriez partager en lien avec votre mission de DPO? Adrien, peut-être si tu veux commencer. Je dirais pas que c'est une difficulté, mais c'est plus un objectif que l'on s'est mis. Aujourd'hui, on travaille avec tout type de fournisseurs, des fournisseurs qui sont importants, qui ont des DPO, et des fournisseurs qui sont de taille plus modeste et qui n'ont pas de DPO et qui sont moins alertes sur le sujet RGPD. Et donc, les discussions qui ont porté sur l'application du RGPD sur ces fournisseurs de taille plus modeste entraînent plus de discussions avec eux, des échanges constructifs pour essayer de les embarquer dans la conformité RGPD afin que nous soyons, en tant que groupe Socotec, conformes au règlement
et que eux puissent l'être également. Ah, Et bien donc sûr. ça a été d'âpres discussions qui permettent d'avancer dans le bon sens. D'accompagner les plus petites structures, en fait, pour un traitement de données plus encadré Tout à fait. que ce que... Ça, c'est vrai que c'est un sujet important. C'est un sujet qu'on trouve aussi beaucoup sur de la cyber, avec des grosses entreprises qui, en fait, arrivent à accompagner des petites structures parce qu'elles veulent continuer à travailler avec des structures de cette taille, mais qui ont un niveau d'attente et d'engagement sur la cybersécurité qui est différent. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Jean-Marc, toi, une difficulté cette année? Alors, Une seule, hein. Une seule. Une seule. Alors, moi, je suis DPO, je disais, je suis DPO depuis 2 ans, c'était pas mon métier avant. Donc, je dirais que la plus grande difficulté, c'est appréhender le métier et réussir à savoir par où commencer. Parce que comment dire, les chantiers sont multiples. Et c'est compliqué de savoir comment démarrer, par quoi, qu'est-ce qu'on fait en premier. Donc il y a la cartographie des traitements. Enfin, en fait, j'ai envie d'aller dans le même sens que de ce qui vient d'être dit sur la question des sous-traitants, par exemple, qui est vraiment une. D'abord, ça a été pour moi de faire comprendre à mes collègues que je devais répertorier tous les sous-traitants. Et puis ensuite, quand on travaille avec les sous-traitants, c'est de leur expliquer que oui, ils doivent être en conformité. Et qu'en tout cas, pour les éditeurs de logiciels, s'ils n'ont pas d'obligation, nous on en a une, et s'ils n'y répondent pas, ça pose problème. Choisis Voilà. pas ce logiciel. Exactement, voilà. Bon, ça, c'est dans un monde, dans un monde idéal. Tout à fait. Ouais, la gestion des sous-traitants, Oui. c'est vrai que c'est un sujet. C'est un des chantiers, je pense, les plus complexes à mener Oui. quand on déploie des dispositifs de conformité. Adila, est-ce que tu as une difficulté particulière dont tu souhaites nous parler? Alors, pour n'en dire qu'une, je vais déjà récupérer les vôtres, donc je rejoins mes collègues sur les points qu'ils ont cités là précédemment. Et vraiment, l'expérience DPO en milieu associatif, ça a été presque un nouveau métier finalement, et une nouvelle façon de faire. Et là, j'ai été confrontée à une difficulté que j'ai pas eue en fait dans d'autres expériences, qui est de trouver finalement la bonne interprétation de la règle pour l'appliquer à une situation associative qui n'est pas exactement la même que dans le secteur privé à but lucratif. Donc on est parfois confronté à des publics qui ne maîtrisent pas la langue. Donc qu'est-ce que le consentement veut dire? Comment on le collecte? Comment on se positionne en fait? Et là, il y a vraiment un enjeu de sensibilisation du top management, de la gouvernance, pour leur dire ok, on a ces défis-là qui se posent. Voilà, on va s'asseoir tous ensemble et on va en discuter. Et pour le secours ou pour telle association, pour notre structure, c'est quoi le plus important finalement à retenir? Alors je parle du consentement, mais c'est pareil, rendre effectif ces droits auprès de personnes qui luttent, les besoins les plus primaires, ça peut paraître secondaire pour eux en fait. Donc on rajoute des choses qui sont parfois dans un jargon qui est vraiment... Déjà maîtriser une langue, c'est pas évident, mais alors là, comprendre l'enjeu derrière, pour eux, c'est autre chose. Enfin, et donc, ça a été vraiment de définir vraiment notre posture et notre position éthique vis-à-vis du RGPD, de dire, ok, c'est quoi la cible finalement? Est-ce que c'est juste de cocher une case du consentement en cas de contrôle? Ou est-ce que c'est vraiment que la personne prenne conscience qu'elle a des droits, qu'en fait, sa vie privée a une valeur, et que, voilà, même si matériellement, ces personnes sont démunies, elles ont d'autres choses, d'autres richesses, et qu'il faut qu'on les protège, etc. Et que c'est important. Et c'était vraiment d'ouvrir ce dialogue-là. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas écrit dans le manuel. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, il a fallu créer ces espaces, susciter l'intérêt, du coup, vraiment sensibiliser aussi pour que les personnes autour de la table comprennent bien les enjeux qu'il y a derrière aussi. Mais c'était, voilà, on s'est ressorti de très belles choses, et c'est très intéressant d'avoir ces échanges-là. Ouais, bien sûr. Très enrichissant. C'est vrai que ces enjeux de bonne information, claire et puis accessible, hein, on le retrouve aussi quand on travaille avec des publics mineurs, par exemple, où moi j'ai eu des discussions avec des clients qui me disaient ah oui, mais bon,
c'est des mineurs, mais ils passent leur vie à mettre des informations sur les réseaux sociaux. Donc, en même temps, voilà, la protection des données, finalement, est-ce que c'est vraiment un sujet pour eux? Oui, alors en l'occurrence, c'est vraiment un sujet pour eux. C'est vrai que voilà, comment réussir à faire entendre ces messages, c'est en effet des challenges intéressants, souvent. Tu parlais justement du top management. Comment est-ce que dans vos organismes, vous avez le soutien ou vous avez réussi à avoir le soutien du top management? Est-ce que c'est des sujets qui sont portés par la direction? Est-ce que c'est important que ces sujets soient portés par la direction? Comment est-ce que votre fonction de DPO est positionnée dans l'organisme, Adrien? Donc, l'adhésion de la direction générale est déterminante pour arriver à mettre en place ces process, déployer la conformité RGPD dans un groupe comme Socotec, mais je pense dans tous les groupes et dans également le milieu associatif et les communes. Des réunions mensuelles sont organisées aujourd'hui avec le président de Socotec, au cours desquelles nous abordons les principaux sujets RGPD, les challenges auxquels nous sommes confrontés et pouvoir mettre en place toute la conformité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la conformité chez Socotec fait partie des engagements RSE et de notre démarche RSE. Et donc, ça permet de favoriser l'implémentation et la conformité RGPD. Ok. Ouais, vraiment dans un plan stratégique RSE, en fait, qui est voilà, le RGPD dans un des piliers Tout à fait. de votre dispositif. Comment ça se passe à Goussainville par rapport à la direction? Alors à Goussainville, moi quand j'ai pris mes fonctions, en fait, les premières choses que j'ai fait déjà, c'est de se mettre d'accord sur une lettre de mission et sur une fiche de poste, qui m'a permis tout de suite, de comprendre au moins le positionnement du poste et de comprendre que je devais pouvoir rendre compte au plus haut niveau de l'organisation. Ce qui fait que du coup, je dépends directement de la direction générale. Comment ça se passe? Tout à l'heure, je parlais de l'évaluation de la maturité. Du coup, j'ai proposé un projet de politique générale de protection des données qui permet d'installer l'instance de gouvernance, de comprendre quelle est l'instance de gouvernance. Et donc, je rencontre... Alors, je ne fais pas partie du CODIR. Je le rencontre quand c'est nécessaire. En l'occurrence, je fais des retours réguliers. Je rencontre ma directrice générale au moins une fois par mois. Aujourd'hui, avec cette politique générale de protection des données, il y a un vrai portage de la directrice générale qui relaie sur ses adjoints et qui relaie sur le CODIR, ce qui me facilite les choses en fait pour pouvoir être entendu, parce que sinon en fait le DPO le DPO n'existe pas, ou c'est la 5e roue du carrosse. Exactement, c'est une adresse mail Tout à fait, voilà. Ah oui, il y a un DPO. Et par rapport aux élus, comment est-ce que t'interviens de temps en temps au conseil municipal, ce genre de choses? Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore intervenu au sein du conseil municipal. On a un élu au numérique. Ouais. Et du coup, avec mes collègues de la DSI, on rencontre l'élu au moins une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. C'est lui après qui porte le message. Et après, c'est lui qui porte. Voilà. Okay. Et ce qu'on a déterminé avec la directrice générale, c'est qu'à un moment, j'allais aller à la rencontre du conseil municipal pour faire un état des lieux et puis pour les sensibiliser un peu plus sur la question du RGPD et de la conformité. Comment ça se passe de ton côté, Adrien? Ça se passe, surtout via la sensibilisation. Je rebondis sur tes derniers propos, Jean-Marc, mais c'est ça, c'est d'engager le top management en fait sur ces sujets. Il faut qu'ils se les approprient, c'est très important. Alors tout de suite, de toute façon, il y a bien quelqu'un qui doit porter la responsabilité aussi. Donc à un moment, il faut appeler un chat un chat. Donc s'il y a un couac, qui voilà, il faut bien sûr que chacun aussi prenne la mesure des impacts et jusqu'où ça peut aller, même si parfois on se dit oui, bon, personne ne sera jamais trop inquiété, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a de plus en plus
de pratiques malveillantes vis-à-vis des données personnelles, des bases qui se font hacker, etc. Donc on n'est jamais à l'abri. Donc voilà, il faut bien leur faire prendre conscience de ce risque-là. Et puis, après, au niveau du portage interne, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de porteurs. On a une voix, donc c'est vrai que le DPO a une voix, elle n'est pas souvent entendue, ça c'est clair. Donc voilà, on a besoin d'identifier parfois des sponsors, ça dépend comment chacun s'organise. Nous, on s'organise principalement autour il y a le run, hein, il y a ce qu'il faut gérer au quotidien, et puis il y a ces montées en conformité ces marches qu'on doit monter. Donc là, soit on crée un projet, soit on appelle ça une démarche, parce qu'effectivement, ça, en fait, on se rend compte qu'on travaille avec tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc, on peut plus faire de projet. En fait, finalement, c'est toute la boîte. Et c'est là où, alors, moi, ce que je propose en général, c'est vraiment de faire porter chaque directeur ses sujets de conformité. Et en fait, finalement, le DPO ou le compliance officer, dans mon cas, va plus faciliter en fait ces échanges et venir modérer ou réguler si besoin. Mais en réalité, ce sont vos sujets. C'est à vous aussi de maîtriser les enjeux de conformité sur vos métiers. Et ça, ils l'entendent très bien en général aussi. Quand on explique que le RGPD, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau qui se fait à part. C'est quelque chose qui va venir se calquer sur l'activité déjà existante. Donc voilà. En général, c'est des ajustements, parfois des 360, ça peut arriver. Voilà. Mais c'est ça, en fait. On ne peut pas le faire tout seul dans notre coin. Ouais, c'est Donc, comment c'est vous qui- intégrer les Exactement. pratiques en fait, Tout à fait. au process opérationnel. Exactement. C'est pas juste une politique ou un registre. C'est bien Voilà. évidemment, une fois qu'on a le registre, il faut C'est ça. aller un step plus loin et C'est ça. faire évoluer Ouais. les traitements. Ouais. Donc ça peut être un peu plus touchy à vendre au départ, parce que voilà, on leur dit que c'est vous qui allez porter, vous devez vous approprier tout ça, on va vous aider, on va vous accompagner bien sûr, mais c'est à vous quoi. Mais une fois que ça c'est fait, après c'est beaucoup plus confort, je pense, pour tout le monde. Et même les échanges que va susciter la conformité RGPD ou autre en interne vont être beaucoup plus intéressants, puisqu'en fait c'est pas vous qui allez arriver et dire attendez hop il y a ci ça. Non, c'est eux qui vont dire voilà, en fait pour respecter ça on a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc on est vraiment dans cette co-construction et qui facilite aussi le privacy by design. Bien sûr. Aussi. Donc voilà, c'est pour moi le top management, je le vois comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est nécessaire de toute façon. Sans l'appui du top management, il y a assez peu de choses qui peuvent avancer. Autre sujet, je pense, qui est quand même assez prégnant dans nos métiers de DPO, c'est malheureusement la gestion de crise. Adila, tu parlais rapidement de hack des données personnelles, etc. Est-ce que vous avez déjà dû gérer des crises ? Comment est-ce que c'est organisé ? Adila, est-ce que tu veux poursuivre ? Poursuivons. Oui, alors j'ai déjà eu la chance de rencontrer des situations de crise. Je ne sais pas si je peux parler de chance ou pas. En fait, il y a toujours deux revers dans le truc. Exactement. Donc, ça permet souvent de sensibiliser de manière un peu intensive. Exactement. Alors bon, actuellement chez Provalliance, j'occupe ces fonctions depuis quelques mois, donc on a touche du bois. On n'a pas encore eu à faire face à des situations de crise. En revanche, voilà, chez le Secours catholique, on a pu rencontrer ces situations-là. Et en fait, parfois, on imagine la crise comme un truc « Oh là là, on va nous voler, je ne sais pas quoi, etc. » Et en fait, non, ça peut être juste monsieur ou madame X qui a oublié son ordinateur et puis qui a un petit post-it sur son PC avec son mot de passe. Et puis, oups, que fait-on? Ou alors, tiens, on a été cambriolé. Voilà, donc d'où l'intérêt. Tout à l'heure, je parlais de travailler, de sensibiliser tout type de public, bénévole compris. Là, dans le cadre du Secours catholique, on a un réseau très fort, etc. Donc, il y avait vraiment un besoin de sécuriser à la fois les bâtiments, à la fois le matériel, à la fois tout ce qui est fichiers et données qui sont aussi stockés dans le cloud. Donc voilà, on a eu pas mal de situations comme ça et c'est là où on se rend compte que de un, le DPO devient tout de suite super visible. Ouais, là, oula, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il faut que je l'appelle, ceci, cela. Alors que d'habitude, on nous évite un peu. Donc là, tout de suite, on est assailli. Et puis c'est là aussi où ça nous permet de tester et d'évaluer la maturité des process qu'on a soit mis en place ou qui existaient ou dont on a hérité en tout cas, et de pouvoir améliorer. Là, on a rencontré des difficultés dans la gestion de la crise. Donc parfois, ça peut être... j'ai rencontré un interlocuteur qui n'était pas dans la boucle parce qu'on n'avait pas mis à jour suite à une réorganisation interne. Voilà, il faut rattraper le coup sur le moment, puis par la suite modifier les process pour que ce soit automatique par la suite et qu'on se pose pas de questions quand le temps est compté.
puisqu'on doit faire des notifications dans des délais quand même très très courts. Je reprends ton point, Jean-Marc, effectivement, et là c'est l'intérêt d'avoir bien abordé avec ses sous-traitants aussi, si le couac concerne une solution, pour qu'ils nous accompagnent, parce qu'on ne peut pas le faire sans eux, pour vraiment essayer d'évaluer l'impact. Et ça, c'est pas du tout évident à faire dans le cas de la gestion de crise, là, sous quelques heures, quoi. Ouais, non, c'est sûr. L'identification de l'impact et puis ce doute. Moi, je sais que c'est un sujet qu'on rencontre souvent chez les clients, c'est que en fait, l'analyse forensique, quand on parle de cyberattaque, de ransomware, ce genre de choses, l'analyse forensique pour s'assurer vraiment qu'est-ce qui a été impacté, est-ce que c'est juste un accès ou est-ce qu'il y a vraiment eu de l'exfiltration de données, en général, on se retrouve dans un flou quand même pendant un certain temps. Donc, il faut réussir à pas trop se précipiter pour prévenir les personnes concernées, mais en même temps, quand on a des sujets importants avec de la donnée sensible qui peut avoir un impact sur les personnes, il faut quand même pas trop tarder. Et c'est vrai que cette phase d'analyse, pas toujours simple à gérer. C'est pour ça que dans les cellules de crise, il est important d'avoir différentes compétences. Par exemple, chez Socotec, nous, dans la cellule de crise, les informations remontent soit par la direction des systèmes d'information, soit sur une adresse qu'on a qui s'appelle dataprotection@socotec.com. Et à partir de là, il y a des groupes de travail qui sont constitués, qui échangent de manière quotidienne, avec des comptes rendus qui sont envoyés chaque jour à l'ensemble des membres pour qu'on ait tous le même niveau d'information et puis qu'on puisse déterminer après les impacts, s'il y a besoin de notifier la CNIL ou pas, etc. etc. C'est vrai qu'on voit que dans ce que vous dites, c'est vraiment la préparation aussi à la gestion de crise qui est importante pour avoir défini les rôles, les responsabilités, avoir des outils en place pour pouvoir plus facilement gérer les crises. De ton côté, je crois que tu as géré une petite crise l'année dernière. Oui. Alors moi, j'ai géré une petite crise l'année dernière. En fait, j'appelle ça une crise par ricochet, puisque c'était chez un sous-traitant. Alors moi, je reviens sur ce que disait Adila sur est-ce que c'est une chance ou pas. Moi, j'ai dit que c'était une chance. D'abord, ça permet à tout le monde de se calmer et de ne pas paniquer. Et puis, parce que tout ce qu'on peut écrire, conceptualiser, tout d'un coup devient une réalité. Visible. Et tout d'un coup, le papier qu'on a vu passer, mais l'organisation de la cellule de crise où on se disait oui, bon, on verra, tout d'un coup ça remonte et on se dit ah oui, alors du coup qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et donc voilà, moi ça m'a permis de faire remonter l'importance de cette cellule de crise. Du coup, on va retravailler sur une gestion de la communication pour être prêt au cas où c'est pas chez un sous-traitant mais c'est chez nous. Et puis ça m'a permis aussi de faire remonter toutes les postes nécessaires, dont le poste de RSSI, qui est un poste absolument incontournable sur les violations de données et sur la cybersécurité. Ouais, en tout cas, il faut avoir des relais auprès de la DSI qui accompagnent le DPO dans ses analyses, en tout cas des relais auprès de la DSI ou en tout cas des prestataires potentiellement aussi à mobiliser en cas de cyberattaque importante. Moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, en général, les crises, elles arrivent le vendredi. C'est souvent, il faut notifier le vendredi après-midi et la plateforme de la CNIL, le vendredi après-midi, elle est surchargée. C'est vrai. Bon, la crise n'attend pas le week-end, les vacances. Pour finir, au-delà de la gestion de crise, est-ce que vous avez un peu une vision prospective du métier ? C'est vrai que la réglementation évolue. Quelle est un peu votre vision du métier de DPO d'aujourd'hui et de demain, Adrien ? Je dirais qu'un DPO doit continuer à avoir plusieurs cordes à son arc, des compétences transverses, à la fois du leadership, de la patience, des capacités à sensibiliser. Et puis, il va devoir s'adapter, puisqu'avec l'arrivée de l'IA, il va y avoir beaucoup de challenges pour les DPO, pour arriver à appréhender les intérêts de l'IA et également les impacts à la fois sur les personnes et sur nos métiers. Donc, ça va être un vrai challenge. Ouais, ça c'est vrai que le challenge de l'IA, c'est un beau challenge à venir. Adila, est-ce que
Oui, je crois qu'Adrien a bien résumé effectivement toutes les cordes que doit avoir le DPO à son arc. Pour résumer vraiment en un mot, pour moi, c'est vraiment l'adaptabilité du DPO qui peut faire la différence, qui peut être déterminante. C'est vraiment savoir faire preuve de souplesse dans l'accompagnement qu'on va proposer pour faciliter vraiment les échanges et permettre ces montées en conformité progressive selon le plan d'action. Mais vraiment un DPO qui doit savoir s'adapter et puis se maintenir avec un niveau de connaissance dans le contexte inflationniste réglementaire dans lequel on évolue. C'est pas évident. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de veille, mais c'est un sujet qui est important quand on voit le nombre de jurisprudences. Enfin, si on se met à suivre toutes les décisions de toutes les autorités de contrôle européennes, ça devient compliqué. Plus toutes les recommandations de la CNIL, on a la chance quand même d'avoir une autorité de contrôle qui est hyper... je trouve, qui sensibilise, en tout cas qui produit beaucoup de documentation pour accompagner les organismes et les DPO, ce qui n'est pas le cas de tous les pays d'Europe. Donc là-dessus, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir pas mal de recommandations et d'outils produits par la CNIL là-dessus. Mais encore faut-il avoir le temps de lire toutes les recommandations et les directrices du CEPD. Jean-Marc? Moi, je vais évidemment dans le même sens Adila et Adrien. Je vais plutôt sortir de la métaphore sportive pour être dans la métaphore musicale. Pour moi, la prospective, la vision du DPO, il faut que ce soit un chef d'orchestre. Il faut que ce soit un chef d'orchestre qui travaille avec les expertises de tous les métiers support en lien avec le public. Et un chef d'orchestre qui, effectivement, comme on l'a dit, doit être en veille sur tellement de choses différentes. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est être curieux de tout. Et je sais qu'il y a de quoi faire. On risque pas de s'ennuyer tout de suite. Non. C'est vrai. En conclusion, est-ce que vous pourriez peut-être définir le rôle du DPO en un ou deux mots si vous voulez, une petite phrase de conclusion sur cette table ronde. En quelques mots, je reviens sur la question du chef d'orchestre, je reviens sur la question de l'adaptabilité et sur le fait d'avoir un rôle facilitateur. Ouais. Pour moi, c'est au cœur, on est des chefs de projet en fait. Et voilà, pour moi, c'est les trois qualités nécessaires pour être un bon DPO, ou en tout cas pour bien assumer cette fonction. Je pense que la vision que Jean-Marc a donnée du poste est vraiment très représente bien le rôle du DPO en tant que chef d'orchestre pour arriver à animer l'ensemble des parties prenantes, puisqu'en fait, on est vraiment en lien avec tout le monde, que ce soit dans le groupe, dans la société, ou les sous-traitants, toutes les personnes extérieures qui vont avoir un intérêt dans le groupe. Et donc, à partir de là, il faut orchestrer l'ensemble des personnes. Ouais. C'est rigolo parce que je pense que c'est pas vraiment l'image que les gens se font de nos métiers. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. Adila. C'est très juste ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, on se dit ah, mais c'est ça finalement. Oui, complètement. Non, mais je rejoins bien évidemment mes deux collègues là-dessus. Il y a le besoin d'animer, il y a le besoin de se positionner en chef d'orchestre, faire preuve d'adaptabilité. Et peut-être que j'ajouterais en fait qu'il y a derrière nos métiers un enjeu de pérennité. De l'activité en fait qu'on accompagne dans la conformité, et je crois que c'est très important aussi de faire comprendre à tous nos interlocuteurs que pour qu'on puisse tous continuer à faire ce qu'on fait demain, il faut le faire de manière conforme, sécurisée, respectueuse des droits des uns et des autres, et que derrière ce qui peut paraître contraignant, rébarbatif, on est là quand même pour faciliter et sécuriser la pérennité d'une activité, et ça c'est essentiel. Ouais, c'est vrai. C'est aussi se rendre compte en fait de l'impact et de l'intérêt, et du poids de la donnée personnelle dans les activités de chaque organisme. C'est vrai que c'est important de pouvoir l'encadrer. Merci à tous les trois pour votre participation et votre partage d'expérience. Ce que je retiens quand même, c'est que même dans des organismes très différents,
finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se rapprochent dans nos métiers et dans nos rôles, même si forcément il y a des enjeux un peu différents en fonction de la typologie d'organisme qu'on accompagne. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cette table ronde sur les enjeux et défis du métier de DPO. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Si vous avez des questions ou si vous avez le besoin de vous faire accompagner dans la mise en conformité de votre organisme, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site larobnumérique.com. Enfin, pour ne rien rater de nos actualités et de nos contenus, je vous invite à vous inscrire sur notre newsletter mensuelle en cliquant sur le lien disponible en commentaire. À très vite!